Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 8 décembre 2024. Ça bouge, ça brasse partout dans le monde. Le monde est en train de changer, hein. On ne va pas jouer la chanson Wind of Change à chaque fois, mais on le sent. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur trois nouvelles énormes qui ont percuté l'actualité cette semaine. Le retour du patron, véritable couronnement de Donald Trump à la réouverture de Notre-Dame de Paris. On va parler de ce rapport sur la pandémie. En fait, c'est ça, le rapport sur la pandémie, la fenêtre d'Overton se déplace. Il y a des gens qui critiquent ce rapport-là parce qu'il n'est pas sur la ligne genre initiale de Radio-Québec, Pierre Chaillot, dans le genre la pandémie a été gonflée, les morts ont été gonflés, etc. On n'est pas là-dessus, le rapport n'est pas là-dessus, mais évidemment, on juge un arbre à ses fruits et ce rapport-là amène énormément de fruits et permet de déplacer la fenêtre d'Overton. On va en parler. C'est surtout ça l'objectif du rapport, hein. Je pense pas que c'est... si le rapport avait été radical, beaucoup plus radical qu'il ne l'est présentement, là, s'il avait plu j'allais dire au pisse-vinaigre, mais on va se retenir, les éternels insatisfaits, s'il avait s'il avait par exemple demandé des accusations criminelles contre Fauci, etc., je ne sais pas, tu sais, il aurait probablement été rejeté par les médias en tant qu'un rapport extrémiste, un rapport complotiste, etc., etc. Or, il a été bien reçu et on en a parlé et ça réveille les gens. Finalement, vous comprenez, ça ébranle les familles, ça ébranle les médias, ça ébranle les politiciens, les spécialistes de plateau, etc. Et le rapport, finalement, donne ses lettres de noblesse aux complotistes. Parce que il faut voir ce rapport-là, pas dans une optique de vérité ou il faut voir ce rapport-là dans une guerre de l'information. Et dans une guerre de l'information, l'objectif, c'est le changement des perceptions. C'est de convaincre, c'est le déplacement de la fenêtre d'Overton, changer les mentalités, penser à viralité, penser à ce qu'on a expliqué sur c'est ça, la viralité, etc. Et comment une idée, un meme se propage dans le cerveau des gens. Et donc, l'objectif, c'est de faire changer la perspective. C'est pas de cristalliser les gens dans... si tu choques trop les gens, ils se cristallisent dans leur conception et rejettent les idées qui sont amenées. Malheureusement, la lumière me fatigue en face. J'ai l'impression que je vais être distrait durant tout le web journal. Je ne sais pas si vous me permettriez 30 secondes juste pour tasser cette lumière-là. Je l'ai dans la face et je vais vraiment être distrait durant tout le web journal si j'ai ça dans la face. Et donc, ça, sur le rapport, donc encore une fois, j'ai une perspective guerre de l'information, fenêtre d'Overton, guerre de cinquième génération sur ce rapport-là. Et c'est très, très, très positif de ce côté-là. Il y a le plan de paix aussi qui avance avec Assad qui quitte le pouvoir. Non, ce n'est pas une trahison de la Russie, etc. C'est juste dans la continuité de tout ce que j'ai expliqué depuis le début. Les fausses frappes de l'Iran contre Israël, le Hezbollah qui se laisse littéralement désarmer, la plus grosse force de frappe de missiles du Moyen-Orient. 150 000 missiles, ils se laissent complètement désarmer sans tirer les missiles. Vous comprenez, le Hezbollah se laisse désarmer. Et là, c'est Assad aussi qui, c'est dans la même optique, ils se sont carrés. L'armée arabe syrienne n'a littéralement pas combattu. Et donc, il a quitté le pouvoir de façon consensuelle dans le cadre d'un processus de paix en accord avec la Russie, les États-Unis, l'Iran, etc. C'est la perspective de Radio-Québec. Et on va appliquer dans ce cas-ci, en fait, c'est dans la continuité de tout ce que j'explique depuis le début. On va appliquer aujourd'hui, encore une fois, la grille d'analyse de Radio-Québec, vision synoptique plus timing plus cui bono. OK, donnez-moi juste 30 secondes, je vais tasser ce spot que j'ai dans la face. Non, je n'ai pas de pyjama, etc. C'est mieux comme ça. Même si la lumière est moins bonne, j'ai un problème avec la hauteur, puis je l'avais dans la face. OK. Alors, retour du patron, un véritable couronnement, parce que c'est de ça que ça a eu l'air. C'est pour ça que j'ai utilisé ça ici un petit peu. Quand Trump s'est pointé à Notre-Dame,
Tout le monde voulait lui serrer la main. C'était la superstar. Et on remarquera que Biden était absent. Il y a 3 gros absents lors de cette cérémonie. Il y a Joe Biden, il y a Justin Trudeau et il y avait le pape. Les 3, les 3 brillaient par leur absence. Normalement, c'est Biden qui aurait dû être là. C'est pas du tout Donald Trump, mais on sait qu'on est dans un programme de continuité de gouvernement, etc. Et Joe Biden s'est fait assigner à résidence par les Patriotes, et c'est Trump qui est allé là pour serrer des mains, consacrer sa victoire. Il ne pouvait pas sauter par-dessus cette occasion de faire un photo-op extraordinaire et de renverser l'image d'Hitler qui lui avait été attribuée. Parce que là, ce qui se passe, c'est quand on voit tous les chefs d'État, c'est pas juste Sheinbaum. Oh, c'est barré. Ah. C'est pas juste Sheinbaum et Trudeau qui sont allés à Mar-a-Lago, comme on l'expliquait la semaine dernière, pour mettre le genou à terre devant le roi, comme je l'expliquais. C'est tout le monde qui vient lui serrer la main, etc., parce qu'ils savent qu'un nouveau le patron est revenu. Ils connaissent la puissance des États-Unis et que le monde est en train de changer. Tout le monde, les diplomates, les chefs d'État, etc., savent que le monde est en train de changer, que le Moyen-Orient, le Proche-Orient est en reconfiguration complète, qu'on s'en va vers la paix, qu'il y a une nouvelle architectonique internationale qui est en train d'émerger avec la Russie, les BRICS, la Chine, les États-Unis. On est en train de réarticuler toutes les relations internationales. Le G7, G20, etc., l'atlantisme, c'est en train de disparaître complètement. L'OTAN, tout ça est en train de couler en termes de crédibilité. Et il y a des nouvelles structures qui émergent et tout le monde veut se faire voir avec celui qui est le créateur ou un des piliers de toutes ces nouvelles structures-là, cette nouvelle architectonique internationale. Donc, c'est ça, le photo-op qui renverse complètement l'image de Trump-Hitler, Trump fasciste, etc. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu as tous les leaders internationaux qui lui serrent la main avec des gros sourires, etc., que tu as le prince Harry qui veut lui serrer la main, je ne sais pas pourquoi mes overlays sont bloqués sur cette image-là, sur cette planche-là. Je ne peux pas les bouger, mais... Et là, des gens disent, il y a des gens qui disent, encore une fois, qu'ils n'étaient pas contents parce que, genre, la République, la basilique franc-maçonnique, etc., pourquoi Trump s'est rendu là et tout. Eh bien, pensez au Forum économique mondial. Trump a fait exactement la même chose. Trump s'est pointé au Forum économique mondial. Trump, c'est quelqu'un qui a beaucoup de testostérone. Hein, je pense qu'on va convenir de ça. Et il se pointe dans les institutions du camp adverse. Je ne dis pas que Notre-Dame de Paris, c'est une institution du camp adverse, mais il y avait comme probablement... dans la reconstruction, la destruction et la reconstruction des opérations psychologiques liées à ça. Et Trump, lui, débarque sur la place et redonne, donne de la valeur à ce symbole chrétien-là. Essentiellement, souligne que la tradition est importante, que ça compte. Et c'est ça, comme je dis, il s'était pointé au Forum économique mondial et à l'ONU pour leur dire leurs 4 vérités. Alors, Trump se déplace sur le terrain du camp adverse, chez Macron, et lui donne sa façon de voir. Ici, encore une fois, je ne suis pas capable d'élargir, je ne sais pas pourquoi. Voilà, peut-être ça ici, unlock. Oui, voilà. Allez, regardez ici avec le pape, Trump qui était tout souriant, le pape qui était comme qui avait un regard lugubre. Même chose avec Trump, Zelensky et Macron, Trump tout souriant. Et c'est ça, finalement, les autres se font mettre à leur place dans la structure des relations internationales. Trump leur dit qu'est-ce qui va se passer. Il n'est pas encore élu, il n'est pas encore chef d'État, mais il avait la stature d'un chef d'État, il était le centre d'attention et tout ça, et tout le monde voulait lui parler. Ce qui a bien embêté les Lubavitch, hein? Trump, quoi? Trump s'en va à la basilique Notre-Dame, un symbole chrétien, etc. Il est en train d'échapper à la plantation. On va la faire à chaque fois, celle-là. Mais parce qu'il y a des gens, c'est comme si tu célèbres quelque chose dans le judaïsme, tout de suite est un agent. Et là, on pourrait dire Trump est un agent du christianisme ou quoi. Et donc c'est ça. Hein, le pape, c'est bien étrange que ce pape mondialiste LGBTQ ne se soit pas présenté, ainsi que Justin Trudeau. Lui, il ne se fait jamais prier. Quand il y a une parade gay, lui, il est toujours là, mais à la rouverture de Notre-Dame de Paris, il y a
Il a manqué le bateau. Voilà, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que même Anthony Blinken n'y était pas. Anthony Blinken, le représentant de la politique étrangère américaine, n'était pas sur place. Le gouvernement américain n'était représenté que par Jill Biden. Jill Biden qui était tout en admiration devant Donald Trump. On se rappellera que Jill Biden, le jour du vote, avait porté du rouge républicain. Or, ça se fait pas. Son mari avait porté la cravate, la casquette MAGA et tout ça. Donc, vous voyez, les personnes indésirables se sont fait assigner à résidence. Peut-être que c'est même Trump qui a dit au pape, tu restes à la maison. Même chose avec Trudeau, même chose... parce que, en tout cas, c'est ça l'énergie qui se dégageait de ça. Voilà. Donc ça, mais ça, il n'y a pas énormément à faire avec tout ça. Et le prince Harry ici, tout sourire, qui voulait serrer la main de Donald Trump. Et donc, c'est ça. Essentiellement, c'est un sacre. Hein? C'est-à-dire, il vient d'être élu, il arrive sur place, il est le centre d'attention, tout le monde veut lui serrer la main. C'est presque comme un couronnement. Hein. J'ai déjà expliqué que Trump joue beaucoup avec les symboles. Ben, il y a des symboles ici. Je vais peut-être un petit peu trop loin, mais en tout cas, c'est clair que Trump semble jouer cette carte-là. Il était le personnage principal à Notre-Dame, juste après son élection. Pensez-y, qu'est-ce qui frappe, qu'est-ce qui vient à l'esprit quand ce genre de trucs-là se produisent. OK? Alors, voilà. Et donc, après ça, cette semaine, il y a un rapport du Congrès américain qui est sorti. Un rapport du Congrès américain qui, finalement, donne raison à tous ceux qui ont résisté lors de la COVID. Le rapport dit essentiellement, oui, c'est vrai qu'il y a eu... c'est dit qu'il y a eu une pandémie, etc. Mais on ne peut pas, comme je l'ai dit en début de Web Journal, on ne peut pas brusquer trop les gens. Et il faut y aller graduellement. Donc, il y a un ensemble de choses. Allons-y avec certaines des déclarations. Ça a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que je vais me répéter ici, sauf qu'il y a des gens qui écoutent seulement le Web Journal de Radio-Québec. Et donc, ici, désinformation, ça c'est important, la désinformation, parce que, comme je l'ai dit en début de Web Journal, ça donne ces lettres de noblesse aux gens qui ont résisté, aux complotistes, aux guerriers digitaux, toutes vous autres, toutes nous autres, auprès de ça nous donne notre crédibilité auprès de notre famille. Et ça discrédite tous les autres. Hein? Tous les autres. Ça fait en sorte que les confinements étaient injustifiés. L'état d'urgence sanitaire était injustifié. L'état d'urgence sanitaire était injustifié. Tous les docteurs de plateau, le docteur TikTok, le pharmacien, Diane Lamarre, tous ces spécialistes de plateau qui nous enjoignaient à porter des masques, qui disent que les masques sont inutiles, ont été complètement inutiles. Les Karine Lacombe de ce monde sont complètement discrédités. Le Collège des médecins en prend pour son rhume avec son directeur du Collège des médecins, Gaudreau, qui a encouragé les mesures sanitaires radicales. Tous les journalistes, pensez à tous ces journalistes, hein, il faut normaliser le masque. Votre bon cœur et tout ça au Québec. Tous ces humoristes qui qui ont fait la file au micro pour se moquer de nous. Hey, on se moquait de nous. Les humoristes au Québec, on a comme une industrie de l'humour. C'est vraiment bizarre, mais on a ça au Québec. Et les humoristes se moquaient de nous. Hein? On nous disait de mettre ton masque et puis ferme ta gueule. Qu'est-ce qui se passe avec Rachid Badouri? On nous disait c'était tellement grave la COVID. Et le rapport dit que les gestes barrières servaient à rien. OK? C'est essentiellement ça. Et j'avais montré une étude qui datait du 5 janvier 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus, qui disait, de Ioannidis, qui était piloté par John Ioannidis de Stanford, qui était une méta-analyse des interventions non pharmaceutiques, non-pharmaceutical intervention. C'est une méta-analyse qui montrait que les interventions non pharmaceutiques étaient complètement inutiles. Comme les plexiglas, le masque, le sens dans les supermarchés et tout, la distanciation sociale, ça ne reposait sur rien. C'était pas de la science, etc. Or, les gouvernements nous ont matraqué que c'était de la science. Ils ont donc menti. Ils nous ont dit, là, Terence Tam ici, là, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Terence Tam, qui est le directeur de la santé publique du Canada, nous disait d'avoir des relations sexuelles avec le masque, porter un masque pendant les relations sexuelles. Vous vous rappelez toute l'hystérie.
Et tous ceux qui ont été bannis sur Facebook, YouTube, etc., ceux qui ont perdu leur emploi, tout ça, c'était pour rien. En fait, le rapport déconstruit tout ça. J'y vais en rafale parce que je veux juste amener ça à l'esprit pour que les gens réalisent ce qui s'est passé. Donc, les complotistes, finalement, on avait raison. Les complotistes acquièrent leur lettre de noblesse. Et ici, vous voyez le PQ qui refuse de participer à une enquête sur la COVID-19. Si le PQ avait accepté de participer à une enquête sur la COVID-19, il serait peut-être arrivé aux mêmes conclusions, une enquête honnête, là. Il serait peut-être arrivé à la même conclusion que ce comité du Congrès américain. Mais le PQ a voulu jouer dans le jeu du gouvernement. Donc, il n'y a pas eu de contre-pouvoir. Et donc, nous avons été, c'est officiel maintenant, ceux qui défendaient exactement ça ont été le contre-pouvoir. Je rappelle que le rapport confirme tous les points de la grande déclaration de Barrington, dont on a parlé à plusieurs reprises dans les web journaux de Radio-Québec. Le rapport confirme tous les points de la grande déclaration de Barrington. Donc, ce que défendait Jay Bhattacharya et finalement infirme toutes les positions d'Anthony Fauci, qui va, lui, probablement finir accusé de trahison. Pourquoi je dis accusé de trahison? Parce que, rappelez-vous, quand Trump disait, si Trump disait « Coronavirus is a worse attack than Pearl Harbor », Trump disait que le coronavirus a été une attaque pire que Pearl Harbor sur les États-Unis. Donc, on est en état de guerre, c'est une attaque, etc. Et là, ici, il y a Joe Biden qui pense accorder un pardon anticipé à plusieurs personnes comme Adam Schiff, Anthony Fauci, Liz Cheney, etc. Et là, les gens disent, voilà, tu sais, Biden veut accorder un pardon à Anthony Fauci, etc. Personne ne va être arrêté et tout et tout. Non, 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 c'est pas ça qui se passe. Joe Biden pointe du doigt des personnes coupables. Comment je pourrais dire? Il prépare le terrain psychologique. OK? D'ailleurs, il prépare le terrain psychologique. Alors, en passant, juste, malgré cette histoire de pardon possiblement accordé à, par exemple, Adam Schiff, qui a été le principal instigateur de cette histoire de collusion avec la Russie contre Trump, tu sais, le vouloir destituer un candidat, puis après un président dûment élu en l'accusant faussement d'être un agent russe. Ça, c'est Adam Schiff, qu'on voit ici, là, à côté d'Anthony Fauci. Lui a été réélu lors de cette élection, lors du 5 novembre dernier. Mais pourtant, on apprenait cette semaine, je pense que c'est jeudi ou vendredi, qu'il démissionnait. Tu vois, j'y pense maintenant, je n'ai pas la coupure, mais Adam Schiff démissionne du Congrès américain. Pourquoi démissionne-t-il du Congrès américain alors qu'il vient d'être élu et que Joe Biden parle d'un pardon pour lui et Anthony Fauci? Parce que, encore une fois, c'est juste ce pardon-là, encore une fois, c'est une question de perception. Ça pointe du doigt les personnes coupables et ça n'aura aucun effet. Parce que, si vous avez ici, vous regardez l'article de CBS News, What is a presidential pardon and how have Biden, Trump and others leaders used their power? Donc, c'est un article qui explique un peu c'est quoi un pardon présidentiel. Et vous avez cette phrase absolument magnifique en plein milieu de l'article. Pardons, however, may not be issued in case of impeachment or if it is an offense against the United States, such as treason. Et donc, les pardons les pardons présidentiels ne sont pas effectifs lorsqu'il s'agit d'une offense contre les États-Unis d'Amérique ou lors de trahison. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça qu'Adam Schiff démissionne, parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient et que Anthony Fauci ne sera pas protégé par le pardon présidentiel. Parce que, comme Trump le dit, il s'agit ici d'une attaque contre les États-Unis d'Amérique, exactement comme ce que l'article dit. D'accord? OK. Alors, maintenant, ici, finalement, c'est ça. Nous n'étions pas des complotistes. Nous venons de gagner nos lettres de noblesse. Nous n'étions pas des complotistes, ni des touristes tata, ni des édentés, etc., etc., n'en déplaise à Patrick Lagacé et aux autres chroniqueurs, spécialistes de plateau, politiciens, etc. Et nous avons été le seul contre-pouvoir. Nous avons été, finalement,
le dernier rempart de la démocratie. Pensez à ça, là, ça veut dire que nous avons été le dernier rempart de la démocratie, le réel contre-pouvoir. C'est ça que... Et tout le monde en parle de ce rapport-là maintenant, et personne ne le rejette parce qu'il est suffisamment doux pour être capable d'être accepté par les médias. Et rappelez-vous ce que j'expliquais, ce que Michel Maffesoli disait, je vais toujours me rappeler de cette phrase-là, elle va être, on va s'en rappeler, les hérétiques d'hier seront les canoniques de demain. Et c'est ça qu'on voit présentement. Les hérétiques d'hier sont en train de devenir les canoniques de demain, c'est aujourd'hui, là. OK? Oui, ils sont encore libres. Pourtant, oui, on prépare le terrain. Là, vous voyez, Trump n'est même pas encore arrivé en fonction. Sa nouvelle équipe n'est même pas en place, n'a même pas été votée par le Congrès. On est encore sur l'ancien Congrès. Calmez-vous un peu, là. Et il y a aussi cette déclaration de Mathias Desmet. Rappelez-vous, j'avais montré ce vidéo-là aussi, Mathias Desmet, qui expliquait comment, lorsqu'un petit groupe minoritaire se fait attaquer de façon inique, s'il est capable de garder sa cohésion et de ne pas être détruit, finalement, c'est lui qui émerge comme le groupe ayant le haut du pavé, le haut du pavé moral dans la société et commence à redéfinir les normes. Je paraphrase, là, mais c'était... Et on est exactement dans ça. Et le rapport fait le point de bascule entre nous étions des hérétiques et nous sommes en train de devenir canoniques. Nous étions conspués, nous sommes en train de devenir... Finalement, nous gagnons nos lettres de noblesse. Nous étions des conspirationnistes. Finalement, nous sommes en train de devenir le dernier rempart. Nous avons été le dernier rempart de la démocratie parce que les médias n'ont pas fait leur travail, nous ont censurés, les politiciens ont menti, ont embarqué dans un système tyrannique, etc., etc. Voilà. Et donc, ce déplacement-là de un à l'autre, comme je viens d'expliquer, c'est ça, le déplacement de la fenêtre d'Overton. Et on doit voir le rapport comme ça, comme un déplacement de la fenêtre d'Overton entre ce qui était normal il y a 3 ans, 4 ans, c'était de dire, par exemple, les conspirationnistes sont en train de nous empoisonner la vie. Trudeau, Christian Dubé disait ça, genre Macron, on a envie de faire chier les antivax, etc. Un petit groupe nuit à l'ensemble de la société, etc. Rappelez-vous les unes qui sortaient, c'était épouvantable. Denise Bombardier disait, nous revendiquons le droit de tuer notre prochain. Elle a écrit ça dans le Journal de Montréal. Nous revendiquons le droit de tuer. Et donc, la passation entre des gens qui ont la réputation d'être des égoïstes qui revendiquent le droit de tuer à des personnes qui étaient à l'avant-garde, finalement, qui sont en train de devenir des canoniques, c'est ce rapport-là. Et donc, voyez-le dans ce sens-là. Et là, ici, j'ai le truc greffe-rejet. C'est comme une greffe. Si par exemple, là c'est le rapport, mais en médecine, par exemple, quand on essaie de greffer un foie, s'il n'y a pas assez de compatibilité entre le foie, le donateur et celui qui reçoit le foie, l'organisme rejette le foie. Et c'est la même chose avec ce rapport-là. Si le rapport avait été trop radical, le corps social aurait rejeté le rapport. Or, il est très habile, il est suffisamment habile pour faire en sorte qu'il y ait une passation de hérétique à canonique dans la société. Et là, on peut aller voir nos amis, notre famille, etc., dire finalement, on avait raison. Parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Il y a le texte de Nathalie El Grabli-Lévy dans le Journal de Montréal qui fait la liste de ce que le rapport met de l'avant. Et qui ça c'est arrivé comme une bombe. Elle a été en entrevue à Radio X, etc. Et le Québec, je ne sais pas comment c'est en France, mais je ne sais pas c'est quoi la réception de ce rapport-là en France. Il y a Philippot qui disait que c'était une bombe. Et, en fait, c'est moi qui disais que c'était une bombe, mais lui aussi disait que c'était une bombe. Et finalement, c'est ça, c'est qu'il est, c'est ça, il change la dynamique sociale. Dans une guerre de 5e génération, c'est exactement ça que je veux. Je vous montre un petit montage de ce qui est apparu à la télévision, un petit segment de ce qui est apparu à la télévision au Québec. Les mesures, la distanciation sociale, ils disent qu'il n'y avait aucune justification scientifique là-dessus.
Même chose pour le masque. Attends, Puis rappelle-toi, justement, Richard, Adrien, là, attends une minute. Aucune preuve scientifique n'a permis de démontrer que les masques avaient été efficaces pour contrôler la propagation du virus. Là, attends une minute, moi je trouve ça fort de café, là. Je suis désolé, mais quand tu as la grippe et tu tousses, là, tu peux contaminer quelqu'un, tu te mets un masque et tu ne le contamines pas, ben, ça a une efficacité, là, franchement. Là. non, mais c'est pas vrai, c'est que le virus est tellement petit qu'il passe à travers le masque. C'est exactement ce qu'on disait. On a été des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans la rue à dire exactement ça. Martineau, on a été des centaines, on le savait tous que le virus était trop petit, que le masque ne servait à rien. Fauci l'avait dit, il avait dit que alors, je veux dire, c'était même connu. Hein? Et donc, c'est ça, finalement, ça nous donne raison. On a été des centaines de milliers à se mobiliser pour ça et ça nous donne raison. Puis même, te rappelles-toi, le Dr Arruda, au début, criait. Je te dirais que l'autre chose qui est intéressante, c'est toute l'affaire du virus, du vaccin. Donc, on nous confirme que le vaccin, finalement, n'a pas ralenti la transmission du virus. Adrien, alors, écoute, je reviens sur les conclusions. Là, Exactement ce qu'on disait aussi, le vaccin n'est pas nécessaire, le vaccin est inutile. Quand on disait, ils nous ont tous menti en disant que 2 doses arrêtaient la transmission, c'était faux. Et donc, tous nos efforts, on s'est battus, on a eu raison, on avait raison, on était au-delà, en avance sur les médias, sur le gouvernement, etc. Nous sommes les canoniques. Nous avons été canonisés par ce rapport. Souligné Nathalie El-Grabi dans son texte du Journal de Montréal. Et ça, c'est intéressant. Le 7e. Les confinements ont causé plus de tort que de bien en nuisant à l'économie, en causant des troubles de santé mentale chez les adultes et en perturbant le développement des enfants et des jeunes adultes. Bref, ça, c'est une autre chose qu'on disait aussi. Le rapport nous donne raison sur pratiquement tout. Ça fait plus de tort que de bien, les confinements. Ce qui est facile de dire, haha, on aurait dû le savoir, mais ça a pris toutes ces recherches-là pour arriver à ces conclusions-là. Pendant la pandémie, on ne le savait pas. Tu le savais pas, Martineau. Si tu avais écouté Radio-Québec, tu l'aurais su parce qu'on expliquait tout ça. Il y avait des études là-dessus à Radio-Québec. On les montrait une par une dans des journaux peer-reviewed. On a montré tout ça. La connaissance était déjà là. Ce que vous avez vu durant la pandémie, c'est une opération politique. C'était politique, ça n'avait rien de médical. Et on montrait les études une par une. Ce que le Congrès a mis dans son rapport, c'est juste les études qu'on montrait durant la pandémie. C'est la même chose qu'on montrait à Radio-Québec. Le rapport du Congrès repose sur les mêmes évaluations qu'on faisait à Radio-Québec. On le savait, Martineau. C'était politique. Ils ne voulaient rien savoir puis ils voulaient juste censurer les gens parce que c'était politique. On ne savait pas, c'est tout non, ça. C'est pas tout à fait vrai, ça, Richard. C'est pas tout à fait vrai parce que il y a eu un exercice fait par le gouvernement américain. On ne sait pas si la même chose s'est faite au Canada, au Québec, mais clairement, aux États-Unis, on a vu que le gouvernement a supprimé de l'information, a mis d'énormes pressions sur les réseaux sociaux pour empêcher la transmission d'informations qui n'étaient pas conformes au narratif du gouvernement américain. Oui. C'était une opération politique. Ils le disent d'ailleurs ici dans le rapport. Des informations sur la COVID-19. Je mettrai le rapport en passant sur la chaîne Telegram. Des informations sur la COVID-19. Les responsables de la santé publique diffusent souvent de la fausse information. Les responsables de la santé publique diffusent souvent de la fausse information. Est-ce que je répète encore une fois? Les responsables de la santé publique diffusent souvent de fausses informations par le biais de messages contradictoires, de rédaction instinctive et d'un manque de transparence. Parmi les exemples les plus flagrants de la campagne de désinformation généralisée, l'utilisation de médicaments hors indication et la théorie de la fuite de laboratoire ont été injustement diabolisés par le gouvernement fédéral. L'administration Biden a même eu recours à des méthodes antidémocratiques, etc. C'est tout ce qu'on dit. C'est publication sur l'origine proximale. On nous dit finalement que ça vient du laboratoire de Wuhan. C'est l'explication la plus probable. Donc, les histoires de pangolins et chauves-souris, c'était de la merde publiée par Fauci pour cacher son lien avec tout ça, son rapport avec la pandémie, parce que ça a été financé par Fauci.
Immunité naturelle, les responsables de la santé publique se sont engagés dans un effort coordonné pour ignorer l'immunité naturelle qui est acquise par une infection antérieure à la COVID-19 lors de l'élaboration des directives. Donc, c'est ça, on en avait parlé de l'immunité naturelle, j'en ai parlé souvent, etc. J'ai montré le clip la dernière fois, l'été, on s'immunise. Ils ne voulaient rien savoir parce qu'ils voulaient pousser le vaccin, parce qu'il y avait un agenda politique, etc. Et rappelez-vous, il y a des espèces de tartes comme ça. C'est faux, le coronavirus SARS-CoV-2 n'est pas sorti du laboratoire de Wuhan. Psh, ta gueule, connard. Ce sont eux, ce sont ces gens-là, les pourvoyeurs de désinformation généralisée. Et qu'est-ce qui se passe avec ces chaires de recherche sur le complotisme, etc.? Tu sais, Mélanie Généreux, c'est tout ça son nom, Généreux, puis l'autre, là, comment elle s'appelle, là? L'autre tarte, là, qui parle de il y en a une autre, là, une petite blonde, je pense, là, des gens de Québec solidaire, là, des militants d'extrême gauche qui se dépeignent en universitaire. Comment elle s'appelle, là? L'autre, là, il y a Mélanie, j'oublie toujours son nom, la deuxième, là. Et qui fait des rapports scientifiques avec l'approbation de l'UNESCO sur le mouvement conspirationniste. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, bande de tartes? Est-ce que vous allez vous excuser? Est-ce que vous allez vous excuser? Parce que moi, en fait, c'est pas Diane Lamar, Carignan, voilà, c'est ça, l'autre Carignan. Qu'est-ce que tu vas faire de ton rapport sur les conspirationnistes, Carignan, alors que le rapport nous donne raison sur pratiquement toute la ligne? C'est qui a l'air d'un imbécile ici? C'est nous ou c'est vous? OK? Et donc, l'Organisation mondiale de la santé, on nous présentait l'Organisation mondiale de la santé comme quelque chose, une autorité suprême et blablabla. Finalement, c'est la réponse de l'OMS à la pandémie COVID-19 a été un échec total. Car elle a cédé à la pression du Parti communiste chinois, etc. Blablabla. Et on nous dit... Rappelez-vous le 3,5 de taux de mortalité qui a disparu. J'ai retrouvé une compilation où est-ce qu'on voit toutes les unes, de 3,5 de taux de mortalité. C'était faux. Hein? C'était à peu près comme une grippe sévère, comme dit Fassi. Recherche sur le gain de fonction. J'en avais parlé, moi, dès avril, dans ce web journal. Dès avril 2020, une pandémie préméditée. Je m'étais mouillé avec ce journal-là. Si j'avais la chienne avant de commencer ce journal-là, c'était tellement conspirationniste. Je parlais, rappelez-vous ces images-là, est-ce que vous étiez avec nous à ce moment-là? Rappelez-vous, j'avais le crâne rasé, je commençais à perdre des cheveux sur le côté, puis là, je me suis dit, ah, fuck that. Mais finalement, je l'ai regretté. Je suis pas capable de m'endurer avec les cheveux rasés. Mais finalement, je vivais comme un moine. Je venais de quitter la mère de mon fils. Je venais de déménager dans un petit 1,5. Puis j'avais les cheveux rasés. Puis j'étais déprimé. Puis... Mais c'est ça. Coronavirus study identifies gain of function for efficient spread in humans. Puis là, j'avais montré les trucs. Là j'étais parti avec ce web journal-là, pandémie préméditée. Là, j'avais mis le pied dans l'engrenage. Il n'y avait plus de retour en arrière. Finalement, qui avait raison, finalement? Hein? Obligation vaccinale n'était pas étayée par la science. L'obligation vaccinale n'était pas étayée par... Pensez à tous ceux qui ont perdu leur emploi. Moi, j'ai perdu mon emploi à cause de ça. Stéphane Blais, Dan Pilon, tous vous, les milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur accréditation, des médecins qui ont été renvoyés, des infirmières qui ont été renvoyées. En France, tous les médecins, infirmières, les soignants qui ont été renvoyés, je ne sais même pas s'ils ont été réhabilités. Or, c'est ça, on avait raison. Hein? Un confinement a causé plus de tort que de mal. Port du masque obligatoire, comme dit Martineau, il n'existe aucune preuve concluante que le port du masque protège efficacement les Américains parce que le virus est trop petit, etc. On avait tout expliqué ça à Radio-Québec. On montrait, en 2020, on montrait les études après études après études qui disaient exactement la même chose. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça, c'est... Ça sur donc le rapport qui déplace la fenêtre d'Overton, qui fait en sorte, parce qu'on en parle dans les médias, il est suffisamment bien fait pour détruire complètement tous les arguments du camp adverse et de nous donner une crédibilité. Et maintenant, comme je dis, je ne demanderai pas d'excuses, mais parce que si tu demandes des excuses, c'est comme si tu demandes à l'autre de s'agenouiller, etc. Puis ça ne va pas dans le sens du rapport. Tu ne peux pas faire des gains si tu piétines et écrases l'orgueil du camp adverse. Je sais qu'on voudrait ça, on voudrait des excuses, on voudrait qu'ils viennent l'agacer.
qui nous lèche les chaussures, etc. Mais je prendrais une photo, un selfie avec l'agacé en train de me cirer les chaussures, et puis, tu sais, puis on posterait ça sur les réseaux sociaux, puis là, on aurait comme 1 million de likes, mais ça se produira jamais. Et donc, à défaut, on n'aura pas d'excuses, mais à défaut d'avoir des excuses, il faudrait que le camp d'en face réalise que, ben, en fait, qu'ils ont merdé massivement et qu'on ne peut plus jamais nous traiter de conspirationnistes, de touristes tata, d'édentés, et que le phénomène d'ostracisation sociale qu'ils ont essayé de mettre en place ne peut plus jamais se répéter. On nous disait, on tue, Moi, mon père, qui a été, je le répète encore une fois, je l'avais dit, là, il était endoctriné par les médias, etc. Il était malade, il était vieux. Avant de mourir, il n'a pas voulu me voir. Il a dit à mon fils qu'il ne voulait pas me voir parce que j'avais causé la mort de milliers de personnes parce qu'il était dans la propagande gouvernementale. Eh bien, ça, c'est à cause des médias. Je l'avais expliqué à l'époque, qui ont menti et qui ont raconté n'importe quoi, qui ont mis en place un programme de propagande sans précédent. On le dit souvent, hein, c'est-à-dire, si vous avez survécu à la propagande, vous n'avez pas pris votre vaccin, vous avez survécu à la propagande, vous avez survécu à la plus grosse opération de propagande en un siècle, si ce n'est pas plus, de l'histoire. Ouais. Et donc, ça ne peut plus jamais recommencer. Personnellement, vous pouvez être intransigeant. Moi, je ne le serai pas. Je ne vous demanderai pas d'excuses, mais je ne veux plus jamais qu'on me traite de complotiste. Brigitte Noël, avec son reportage qui essayait de me faire passer pour un fou, les médias, ça ne peut plus jamais se reproduire. Et je pense que ce rapport-là est une pierre blanche dans ce sens-là. Il donne, en plus d'incriminer totalement Fassi, montrer que c'était complètement faux et de paver la voie à son arrestation. Voilà. Ils ont scrappé toute une génération. C'est ça, exact. Nous ne sommes pas des complotistes. Si vous continuez à utiliser après un rapport comme ça, qui a été massivement diffusé et tout ça, si vous continuez, là, c'est quoi on dit? Errare humane est, persévérer démonicum. C'est tout ça? Est-ce que je l'ai? Est-ce que en onde? Hein, l'erreur est humaine, c'est persévérer qui est démoniaque, qui est... Okay. Go fuck yourself, exactement. OK? Fassi sera gracié. Tu viens-tu d'arriver? J'ai expliqué ici que, oui, gracié, mais ici, on dit les pardons présidentiels ne concernent pas les offenses contre les États-Unis telles que la trahison. OK, maintenant, on va terminer avec ça. La Syrie, maintenant. La Syrie, Bachar el-Assad, qui a quitté le pouvoir en Syrie. Ce n'était pas une erreur. Je vois ce que tu veux dire. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur, mais c'est vrai que ce n'était pas une erreur. Mais pour beaucoup de personnes, c'était une erreur. Par exemple, les humoristes, là, croyaient probablement bien faire. Je suis soft avec les humoristes. Certains journalistes croyaient probablement bien faire. Il y avait comme un truc moral là-dedans et tout. Arruda, par exemple, savait probablement que c'était faux, beaucoup des choses qu'il disait. Christian Dubé aussi savait probablement que c'était faux. On se rappellera du ministre de la Santé anglais en Angleterre qui avait dit qu'il fallait faire peur aux gens pour leur faire prendre le vaccin. Et donc, il fallait on allait sortir un nouveau virus juste à temps pour coïncider avec la vaccination. Rappelez-vous de ça, j'avais montré, c'est son nom, Heat ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a une partie qui est pas... mais je ne m'adresse pas à ces gens-là. Je pense que oui, on peut être très sévère avec certains représentants politiques, mais il y a une partie de la classe sociale qui a agi de bonne foi sur la base de très mauvaises informations, qui faisait confiance au gouvernement, etc. Puis c'est à cette partie-là que je m'adresse. Mais oui, il y a des gens qui sont effectivement coupables et qui devraient payer pour leurs crimes. OK? Il y a des médias qui ont eu comme... Tu sais, par exemple, TVA Nouvelle a eu comme ligne éditoriale
ils sont au courant, là, même si individuellement les journalistes ou BFM TV, même si individuellement les journalistes peuvent être menés en bateau par les déclarations du gouvernement, le fait que c'est mondial et tout, et puis et donc de peur tu t'auto-censures un peu et tout ça, mais il y a des personnes, c'est vrai, qui en haut sont effectivement coupables de tout ça. Et pour qui on devrait avoir beaucoup moins de pitié. Donc, plan de paix, Assad quitte le pouvoir. La Syrie tombe entre deux web-journaux. Pouvez-vous imaginer ça? Samedi dernier, dimanche dernier, il y avait quelque chose qui était apparu sur le radar. C'est-à-dire des rebelles syriens qui s'attaquaient à la ville d'Alep. Puis là, je disais, la Syrie est comme... Le problème est complètement réglé. Là. L'État islamique a été décapité. La Syrie dans les bonnes grâces de la Russie, de l'Iran, etc. La Turquie, tout l'effort international qui avait causé la guerre civile en Syrie s'était estompé. Ça avait été... Poutine et Trump avaient pris en sandwich l'État islamique, de l'État profond, là, de l'armée de djihadistes mercenaires de la CIA, du Mossad et du MI6. Ça avait été détruit par Trump et Poutine et Assad. Et c'était le calme plat en Syrie. Assad pouvait rester et tout. Et donc, mais là, c'est ça. Dimanche dernier, samedi dernier, on voit des trucs, des rebelles à Alep. Et là, je disais, il ne va rien se passer. C'est impossible que. Tu sais, j'accorde. C'est des, comment on pourrait dire, des proto-histoires, là. Tu sais, c'est des. Aucun intérêt. Là, je fais le web journal et puis Assad, hier soir, en l'espace d'une semaine, la Syrie est tombée. Et donc, on va voir que c'est plutôt exactement... c'est impossible militairement dans les faits. Et on va voir que ça coïncide exactement avec le processus de paix du Moyen-Orient, le retrait de Nasrallah, de Soleimani. Le fait, comme je l'ai dit en début de Web Journal, que, par exemple, le Hezbollah ait laissé ses 150 000 missiles sans les tirer pratiquement, là, se soit laissé désarmer par Israël sans vraiment rappliquer, etc. Et on rappellera, avant le début de ce Web Journal, les propos de Thierry Meyssan qui disent que Israël et l'Iran sont finalement s'entendent quand même assez bien. Il y a des téléphones, et, les deux sont à peu près sur la même ligne. Aussi, la même chose avec Sylvain Ferreira qui disait aussi que tout ça était chorégraphié et tout. Donc, on est sur cette ligne-là. Puis c'est la même chose avec Bachar el-Assad. La Russie n'a pas abandonné la Syrie. L'Iran n'a pas abandonné la Syrie. Ce qui se passe, c'est quelque chose qui se passe d'un commun accord avec tous les acteurs de la région, du retrait d'Assad. Il va y avoir probablement un gouvernement, peut-être des élections, un gouvernement de coalition, quelque chose qui va être formé. Et puis, bon, c'est la nouvelle donne au Proche-Orient. Lorsqu'on regarde les cartes ici, c'est parce que ça s'est passé en une semaine. C'est gros, la Syrie, là. Ça s'est passé en une semaine. Et là, ça, c'était samedi dernier, ou un petit peu avant, vendredi ou quelque chose comme ça. On parlait d'une offensive sur la ville d'Alep à partir du territoire des rebelles. Et là, tout d'un coup, un jour après ou 2 jours après, la ville d'Alep était tombée. La ville d'Alep est tombée. De quoi la ville d'Alep est tombée? Une ville comme Alep, là, si vous regardez les opérations, moi j'ai regardé les opérations, je vous l'ai déjà dit, en Syrie, puis on regarde les opérations en Ukraine, une ville comme Alep, ça prend 6 mois à conquérir une ville comme Alep, quand l'attaquant a 3 fois plus de force. Ça prend à peu près ça. 3 fois, 4 fois plus de force. Il faut que l'attaquant soit surnuméraire. Ça prend 4 fois plus de force que les défenseurs dans une ville. Et ça prend quelque chose comme 6 mois. Moi, je les ai vus, les images là, en Syrie. C'est édifice par édifice, pâté de maison par pâté de maison. Ça avance, ça recule, les morts, les morts s'empilent, etc. Là, en 2 jours, c'était fini. Et après ça, c'était vers le sud. Les rebelles qui se dirigeaient vers la ville de Hama. Ça, c'était, vous voyez, le 4 décembre, c'était cette semaine. Le 5 décembre... Hama était déjà tombé. By the afternoon of 5th December, Hayat Tahrir al-Sham had captured the city of Hama, the 5th largest city, c'est-à-dire en une journée. c'est-à-dire qu'il roule et il n'y a pas de résistance. Et après ça, c'est la même chose. Homs, etc. Puis ils sont arrivés le 6 à la capitale. Je vois hier soir, je voyais les nouvelles sur RT. Les rebelles sont à... C'est-tu ici que j'ai la planche?
Non, j'ai pas mis la planche. Hein. J'ai pas mis Les rebelles sont dans la banlieue de Damas. Et dans la même journée, la nouvelle sort, les rebelles sont... C'est-à-dire qu'ils avancent en roulant sans aucune opposition. C'est des centaines de kilomètres entre où est-ce qu'ils étaient, Hama, Homs, Damas, c'est des centaines de kilomètres et c'est une ville tombe après l'autre comme de jour en jour. Je ne sais pas si j'essaie de vous donner un peu, pour les gens qui ne comprennent pas un peu la Syrie, là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance de l'armée syrienne. C'était comme du beurre. Et là, ils arrivent dans la banlieue de Damas. Là, on s'attend à une bataille apocalyptique avec la garde républicaine présidentielle, les loyalistes de Assad. Ben non! Le soir, Bachar el-Assad quitte, se réfugie à Moscou. Tu sais, Bachar el-Assad a quitté la Syrie. J'ai regardé hier soir, j'en revenais juste pas mes yeux. C'était, il y avait déjà la notice Wikipédia, Bachar el-Assad, président de la Syrie du 17 juillet 2000 au 8 décembre 2024. C'était hier soir, mais c'était marqué 8, mais moi, c'était hier soir, c'était sorti hier soir. Et là, tu regardes la page Wikipédia, le code, les modifications, un nombre incalculable de modifications le 8 décembre, etc. Donc, ils ont modifié la page avant même d'avoir des confirmations ou quoi que ce soit. Et donc, il faut comprendre que l'armée syrienne, c'est une des plus grosses armées de la région, si ce n'est pas la plus grosse armée de la région, avec 220 000 combattants. Ce sont des combattants aguerris, ce sont des combattants loyaux au gouvernement Assad, ce sont des combattants qui ont battu l'État islamique, qui sont très fiers de leur pays, etc. Et là, ils ont juste... Pratiquement, il n'y a aucune balle qui a été tirée. La Syrie tombe sans aucune balle tirée. Il n'y a eu aucune balle, il n'y a eu aucun combat. Ils ont roulé de Latakia jusqu'à la capitale en ligne droite pendant 3 jours. Et quand ils sont arrivés à la capitale, Bachar el-Assad est parti. Il n'y a eu aucune résistance, ni à Alep, ni à Homs, ni à Hama, ni à Damas. Aucune résistance. Et là, ici, si vous connaissez un peu la Syrie, vous connaissez Syrian Girl sur Twitter et sur d'autres. Elle dit ici, elle montre une vidéo d'un des combattants de l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne, qui dit... il dit en arabe, donc il dit l'armée ne s'est pas enfuie. L'armée, on a ordonné à l'armée de ne pas se battre. They were ordered not to fight. Et donc, le gouvernement Assad a donné à l'armée l'ordre de se retirer et de ne pas combattre. J'ai déjà pris des cours de mime, mais c'est quand j'étais tout petit. Et donc, le gouvernement Assad a donné à l'armée... Syrian Girl, c'est une partisane farouche pro-Assad, anti-israélienne, blablabla. Et là, elle montre un combattant qui dit « On nous a demandé de nous retirer, de ne pas... » Et donc, c'est par ordre du gouvernement Assad que l'armée n'a pas combattu et qu'ils ont avancé comme sans aucun... Pensez-y, là, OK? Encore une fois, j'ai l'impression que c'est tiré par les cheveux, mes affaires. Je suis encore le seul à dire ces choses-là. Et puis, la Syrie qui a résisté à la plus grosse tentative de putsch du 21e siècle, la guerre civile en Syrie. Saddam est tombé, Kadhafi est tombé. Assad, lui, est resté avec l'appui de Trump et de Poutine. Trump a dit « Assad can stay ». Il a changé la politique de renversement de régime de Obama. Et les États-Unis, avec surtout la Russie et l'armée arabe syrienne, ont détruit l'armée djihadiste. Et donc, Assad est un héros pour ça en Syrie. Mais là, ici, la Syrie tombe en une semaine sans... prenez la mesure de ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font de la méditation. Ici, moi, je fais de la méditation le matin, puis c'est souvent là que je prends mes notes. Et puis... la Syrie tombe en une semaine avec une armée aguerrie, une des plus grosses armées de la région, sans aucune résistance des forces du régime, face à un ennemi sous-numéraire. Non seulement l'armée... ils ont 10 fois moins de personnes que l'armée arabe syrienne. C'est des rebelles sous-numéraires. Ils prennent le pays contre la plus grosse armée du Proche-Orient, la plus endurcie, et la plus expérimentée, sans équipement lourd, sans aviation. Et là, quand ils ont commencé, les rebelles font ça sans appui extérieur, c'est-à-dire que les appuis comme par exemple l'Arabie saoudite, etc., la Turquie,
n'ont pas aidé là-dedans. Je vais arriver avec la Turquie bientôt, là. La raison pour laquelle la Turquie ne peut pas aider dans ce coup-là, c'est parce que si ça avait été réellement un coup de la Turquie, là, c'est parce que la Syrie, Assad, c'est un allié de Poutine. Et la Turquie veut être dans les grâces de la Russie. Elle essaie de négocier avec la Russie. La Russie a des milliards de dollars d'investissement en Turquie. Il y a toute la question du contrôle de la mer Noire. La Turquie essaie de se présenter comme un médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Lors des négociations, ça se passe à Istanbul ou à Ankara. Et donc, c'est inconcevable que Erdogan fasse faux bond à Poutine alors qu'il essaye, depuis l'histoire du jet descendu, le Turkey is downing over. La Turquie a abattu un chasseur russe en 2015 et là, il a failli avoir une escalade du conflit, mais finalement, Poutine a été très réservé. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu un réalignement de la Turquie, des États-Unis vers la Russie. Et finalement, c'est ça, c'est comme si... c'est ça, ça impliquerait un bris des relations diplomatiques avec la Russie, ce qui n'est pas le cas. Et de toute façon, même si ça avait été le cas, vous voyez, ça, Erdogan et Poutine, les deux, c'est des bons amis, un homme de confiance. Et comme je dis, la Turquie qui essaie de se présenter comme un médiateur crédible dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais même si Erdogan avait donné son feu vert puis avait voulu faire faux bond à la Russie, vous êtes en train de me dire qu'une offensive majeure comme ça, personne n'aurait été au courant de l'offensive. Le renseignement, là, je veux dire, le renseignement militaire, tu le sais tout de suite. Les communications, tu les vois, les communications ennemies. Tu sais, c'est la Russie, là. C'est pas le fucking Burkina Faso, là. Tu es au courant. Tu vois le trafic, là, du trafic de communication. Il y a le renseignement. Personne n'aurait été au courant de la concentration de troupes. En Ukraine, la Russie, chaque fois qu'il y a une concentration de troupes ukrainiennes, là, il y a une salve de missiles qui tombe sur les troupes. Et c'est pour ça que l'Ukraine a de la misère à s'organiser parce qu'ils ne sont pas capables de concentrer leurs troupes nulle part. Donc, on frappe les concentrations de troupes. On a simplement regardé la guerre électronique en Ukraine pour comprendre qu'une offensive comme ça n'est pas possible sans que la Russie ait été au courant. Mais de toute façon, c'est même pas très important puisque ce sont des micro-unités en sous-nombre. C'est des petits djihadistes avec des turbans qui prennent des villes. C'est alors que l'armée arabe syrienne a des tanks, des chasseurs, de l'aviation. Et là, on nous dit que et la Russie et l'Iran ne seraient pas intervenus. Vous voyez que ça n'a absolument aucun sens. Okay? Surtout qu'il n'y a pas de conséquences, évidemment, puisque l'Iran dit, après le renversement du gouvernement Assad, l'Iran veut des relations que les relations avec la Syrie continuent. C'est genre... Hein, l'Iran dit qu'elle veut des relations amicales avec la Syrie après le... C'est convenu d'avance. Et je vous montre les images là, de Damas ici. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Just want to bring you some breaking news here on Sky News. In the last few moments, we have heard from the Russian state media TASS reporting that President Bashar al-Assad and his family members have arrived in Moscow and Russia is providing... Et donc, Assad qui a pris refuge à Moscou. Et là, hier, on nous a envoyé les images de l'avion du président Assad qui est parti de Damas, en catastrophe. Et là, on le voit obliquer et se diriger vers Homs. Et là, il passe sous les radars. Et là, les gens disent l'avion a été abattu, etc. Puis là, évidemment, la première chose que j'ai pensé en voyant ce truc-là, c'est qu'en se dirigeant, c'est comme si l'avion du président se dirigeait vers la rébellion. Mais non, c'est pas ça. Si vous regardez bien la carte, l'avion se dirige vers Homs. Mais après ça, s'approche de la base de Tartouz. La base de Tartouz qui est la base navale russe. Et
la seule base navale russe en Méditerranée, dans les eaux chaudes de la Méditerranée, Tartus Naval Base. Et la base de Tartous, c'était une des raisons pour lesquelles les Russes étaient intervenus en Syrie dès 2015. Hein, ils avaient, et que l'État profond, Obama, etc., essayaient de fermer la Méditerranée. Ils ont essayé de fermer la Méditerranée. Si tu renverses Assad, tu prends le contrôle du pays, tu sors les Russes de la Méditerranée. Même chose avec l'Ukraine. Et beaucoup des objectifs stratégiques de Vladimir Poutine, c'est de conserver, ça a été l'intervention, par exemple, l'annexion de la Crimée et aussi l'intervention en Syrie, c'était pour conserver son accès aux mers chaudes. Hein, sinon, si l'Ukraine avec la Crimée partait du côté américain, si la Syrie partait du côté américain, tout le sud, toute la zone sud, mer Noire, Méditerranée, était fermée à la Russie. Et la Russie se retrouvait seulement avec des bases en Asie, là, à Sévastopol. C'est pas Sébastopol, c'est Sévastopol, je me rappelle plus. Non, c'est pas Sévastopol. En tout cas, l'autre base au nord, dans le nord-est de l'Asie, hein, avec le Japon, là, et une base à Mourmansk, c'est-à-dire que la Russie était comme emmurée, et puis on lui coupait l'accès aux mers chaudes. Donc, c'était pour ça que la Russie était intervenue. Une des raisons pour laquelle la Russie était intervenue en 2015 en faveur du gouvernement Assad pour maintenir son accès aux eaux chaudes, la Méditerranée, etc. Et là, la Russie aurait pas vu la concentration de troupes, n'aurait rien entendu du trafic, aurait été complètement ignorante de toutes de l'offensive. Lorsque l'offensive s'est produite, elle n'aurait rien fait sans savoir quelles étaient les intentions des rebelles, si les rebelles allaient comme lui enlever la base de Tartous, etc., alors que c'était la raison pour laquelle elle était intervenue en 2015. Et tout ça. Vous voyez, tout ça est cousu de fil blanc. Et surtout, c'est ça, c'est que des villes qui tombent en une journée sans aucun coup de feu, pensez à ça, des villes, ça ressemble au Hezbollah qui se laisse désarmer sans tirer ses missiles, etc. Et donc, ça fort probablement à voir avec le plan. Et là, timing, encore tout est en train de se régler avant le retour de Donald Trump. Hein? C'est à peu près tous les arguments que j'ai sortis avec ici Salam sur Nasrallah, on peut les réutiliser pour ce web journal-ci. On s'en va vers la paix. Il y a un changement d'ambiance au Moyen-Orient, au Proche-Orient. On retire Assad comme on a retiré Soleimani pour paver la voie au plan de paix. Même chose avec le Hezbollah et tout ça. La région va être complètement changée, reconfigurée de A à Z. Cui bono, évidemment, à qui ça profite? Ça profite à toute la région. Je ne sais pas exactement c'est quoi les ententes. Je n'ai pas vu les documents diplomatiques. Je n'ai pas j'ai pas le téléphone rouge, mais c'est juste, c'est palpable que que Assad a juste. C'est même, ouais, je dirais, j'allais dire, ces djihadistes-là, c'est peut-être même des gens de l'armée syrienne déguisés en djihadistes. Tu sais, quand les gens de l'armée syrienne, tu as comme une division de tanks à Hama, puis tu as 2 divisions de tanks à Homs, puis tu as comme genre la garde présidentielle avec des tanks, des chasseurs, des jets et tout ça comme à Damas. Et il n'y a aucun avion qui décolle, aucun tank qui tire un coup de canon. Les rebelles roulent à travers. Tu sais, genre, tu passes les tanks de l'armée syrienne, là, c'est parce que c'est convenu. C'est consensuel. C'est un départ qui était consensuel. C'est tape à l'œil, ça fait plaisir mais c'est consensuel. Le départ d'Assad a été convenu diplomatiquement avant même que les rebelles embarquent. Et là, ça a été comme ça. C'est la justification, le pablum médiatique pour expliquer ça, pour pas, encore une fois, qu'ils perdent la face ou, Et Moscou qui le reçoit. Je ne sais pas si je me fais... Donc, la vision synoptique, c'est toujours la même chose. C'est le plan de paix au Moyen-Orient. Et comme Nasrallah, il n'a pas combattu. Comme le Hezbollah, il s'est laissé désarmer, il a accepté. Donc, encore une fois, je sais que ça fait. Moi, je l'aimais bien, Assad. C'était pas le boucher que les médias ont essayé de nous présenter. Il n'a pas commis les massacres que les médias ont essayé de lui attribuer. Et encore une fois, je dis la même chose pour Assad qu'avec Nasrallah, c'est-à-dire tout mon respect pour
comment je pourrais dire, un sacrifice personnel. Ça a dû être dur, laisser la Syrie alors que ta famille, depuis 50 ans, probablement plus, gouverne le pays, etc. Mais quand tu fais ce genre de choses-là, tu le fais pour le bien commun, pour la paix dans la région, etc. Et ça mérite tout notre respect. Il n'a pas été... Pensez-y, là. Encore, j'anticipe déjà les géopolitiques de pacotier, les experts en stratégie qui vont nous dire OK. Voilà. Donc, non, ce n'est pas le grand Israël, non. Sinon, Bachar al-Assad se serait battu. Il ne s'est pas battu. Il a demandé à ses unités de ne pas combattre. On ne sait même pas qui sont les rebelles vraiment, là. C'est peut-être même, comme je l'ai dit, le Takia, c'est-à-dire c'est les unités de l'armée syrienne qui font semblant que juste pour paver la voie, parce que tu t'avances pas comme ça dans le vide. Je vais me répéter, les arguments sont tous là. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Web Journal de Radio-Québec. Trump à Notre-Dame de Paris renverse l'image d'Hitler. Il est couronné là, c'est-à-dire vient d'être fraîchement élu et les leaders viennent lui démontrer leur respect. Tout le monde veut lui serrer la main. Il le vient dans la cathédrale, symbole du christianisme. C'est presque comme un couronnement, un véritable couronnement. Rapport sur la pandémie, la fenêtre d'Overton se déplace. Ceux que les médias appelaient les complotistes, finalement, remportent leur lettre de noblesse auprès de notre famille, de nos proches, etc. Et plus jamais ce genre d'opération psychologique visant à démoniser une partie de la population qui a été le véritable contre-pouvoir devrait se reproduire. Nous avons été les gardiens de la démocratie. Tu sais, le Avengers, là, Guardians of the Galaxy, là, c'était nous. C'était nous. Et plan de paix, ici, Assad qui décide de ne pas se battre et de quitter, genre, sans même un coup de feu tiré. Ça s'inscrit dans le plan de paix au Moyen-Orient, comme Nasrallah qui n'a pas tiré ses missiles, ou quelques-uns seulement pour faire semblant. Voilà. La Syrie tombe en une semaine. Même la Syrie qui tombe en une semaine, ça serait même pas crédible dans un scénario de film. Donc, je sais comment l'armée syrienne se bat. J'ai regardé les combats, les opérations, édifice par édifice, à Alep, je veux dire, dans différentes villes du pays. Je voyais des djihadistes morts. Je sais comment l'armée syrienne se bat. J'ai vu plein de films là-dessus. C'est pas du tout le genre de l'armée syrienne, arabe syrienne, de faire faux bond comme ça. OK? Et donc, comme le dit le djihadiste dans Syrian Girl, on nous a ordonné de ne pas nous battre, de nous retirer, etc. C'est consensuel. Voilà, c'est consensuel. Et là, dites pas de Grand Israël. Chris, Assad a consenti à ça. Assad a consenti. Avec la Russie, l'Iran n'a rien tiré, n'a rien fait. C'est ça, là. C'est consensuel, à se réveiller. OK, merci. Voilà, donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Il y avait d'autres choses sur la Roumanie, l'OTAN, etc. Peut-être la prochaine fois. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, comme d'habitude. On remercie en particulier aussi le docteur Denis, notre chiro. Docteur Denis sur la Rive-Nord, qui nous aide beaucoup aussi. On ne l'avait pas mentionné. Il y avait Marilyn, notre acupunctrice, et Francine, notre naturopathe infirmière. Docteur Denis qui fait des miracles. Voilà. Alors, c'est ça. Je pense que l'information qu'on produit à Radio-Québec est révolutionnaire. Elle change la façon de voir les choses. Elle change notre rapport au monde. Parce que ce qui est intéressant avec l'information, c'est que les humains, on n'est pas comme des animaux, là. On n'est pas comme des tigres ou des singes, ou etc. L'information qui rentre dans la tête de quelqu'un change son comportement. C'est-à-dire que si tu veux, tu n'as pas besoin, c'est ça finalement la doctrine Gerasimov, c'est que tu n'as pas besoin de te battre avec une armée en tirant des balles. Tu as juste besoin de changer le logiciel de la personne et elle va changer son comportement. Tu mets des idées dans sa tête et tu changes le comportement. C'est ce que Yuval Noah Harari avait dit. Il a dit les humains sont des animaux piratables. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on a comme un firewall, on a
une protection de logiciels comme celle qu'on offre à Radio-Québec, eh bien, le comportement change. On a eu raison durant la pandémie. Notre comportement a changé. On n'a pas eu le comportement auquel ils s'attendaient, auquel les autorités s'attendaient durant la pandémie, parce qu'on a eu notre logiciel de protection. On n'est pas désespéré de voir les événements mondiaux parce qu'on a notre logiciel de protection. À Radio-Québec, on remet l'actualité à l'endroit. Et donc, si ça a une valeur pour vous, donnez-nous un coup de main. Il y a différentes façons de le faire. Vous le savez, il y a par la poste. Là, évidemment, on remercie ceux qui l'ont fait, mais je parle à ceux qui ne l'ont jamais fait. Ceux qui ne l'ont jamais fait. Et donc, par virement Interac, il y a des façons de le faire. On laisse toujours les coordonnées dans les commentaires en dessous de la vidéo par PayPal. C'est sur le site essentiellement. On laisse les liens du site. Vous allez trouver sur le site toutes les façons de nous aider. Je voulais dire aussi, le souper de Noël de Radio-Québec, on a reçu à peu près une dizaine de vidéos, mais ça fait pas un souper de Noël de Radio-Québec. Envoyez vos vidéos, vos clips de 10 secondes, 15 secondes. C'est un coucou, hein, c'est pas genre, j'ai reçu un clip, ça dure 1 minute. C'est 10-15 secondes, c'est un coucou, là, c'est des coucous en rafale. C'est ça la thématique, c'est des coucous en rafale, pas des cours de philosophie. Et à alexiscossetrudel1@gmail.com. alexiscossetrudel1@gmail.com. Et on dit, on salue tous les gens sur Facebook en particulier parce qu'on vient de retourner sur Facebook. Et là, je reçois des milliers de demandes d'amis sur Facebook. J'ai même pas le temps de cliquer en rafale. J'ai pas le temps d'accepter tout le monde. Et là, les gens m'envoient des messages en me disant... Alexis, bien content sur Messenger, bien content de te retrouver, etc. Puis là, je réponds pas, parce qu'il y en a beaucoup. Puis je peux pas, j'ai même pas le temps d'accepter tout le monde. Je peux pas répondre non plus. Et puis là, je me sens coupable parce que genre, les gens m'écrivent quelque chose de super gentil. Puis là, je suis comme... Je réponds pas, c'est juste, je peux pas répondre à tout le monde comme ça. Et donc, je suis désolé. Alors, je le fais comme durant le Web Journal. Salut la gang sur Facebook. Merci de votre confiance et de vos témoignages d'amitié. Et je veux rappeler aussi il y a des dizaines de comptes Alexis Cossette-Trudel sur Facebook. Vous tapez Alexis Cossette-Trudel, là. Et là, ça ne finit plus. Il y en a avec 10 000 abonnés, 9,1 000 abonnés. 9,3 000 abonnés. On demanderait aux gens qui sont sur Facebook, qui ont des comptes Alexis Cossette-Trudel, de les fermer parce que ça empêche les gens de me retrouver finalement. On a demandé aux gens de multiplier les comptes à une période où on était banni. Et là, on voulait un peu brouiller les pistes, mais là, c'est plus nécessaire. Au contraire, ça nous dessert. Et donc, le seul compte qui est valable, c'est celui-là ici, 1.1 amis, mais ça monte rapidement. Hein, ça monte rapidement. C'est le bon compte. Et les autres, on vous demanderait de désactiver vos comptes ou quelque chose comme ça. Voilà. OK? Autre chose? 1h10. Je pense que j'ai oublié de quelque chose. Il y a plein de petits clips intéressants, comme Obama, hein? Obama qui accuse les républicains de frauder les élections et d'utiliser le département de la justice à des fins politiques, alors que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis il a l'air d'avoir peur, Obama. Hein? Pourquoi Adam Schiff démissionne? Pensez à tout ça. Il y a des choses qui se passent, là. C'est énorme. La Roumanie, c'est parce que c'est un autre sujet complètement. Là. Il y a comme... c'est un autre sujet complètement. Il y a des juges, je pense, de la Cour suprême de la Roumanie. Il y a eu une élection présidentielle, un premier tour, où un candidat favorable à la fin de la guerre en Ukraine a remporté haut la main le premier tour et le deuxième tour a été annulé par la Cour constitutionnelle roumaine, citant des irrégularités et tout ça. Et là, tu sais, l'Union européenne demande des réponses de TikTok pour une soi-disant interférence étrangère en Roumanie. Même chose ici, en raison de l'influence de TikTok, des juges roumains annulent la présidentielle. Et là, on parle d'influence étrangère. Écoutez, à chaque fois qu'il y a de l'opposition à l'OTAN, on dit toujours que c'est de
de l'ingérence étrangère. Rappelez-vous, les gilets jaunes, la Russie était derrière ça. C'est utilisé à toutes les sauces. Dès que l'OTAN n'est pas content avec un résultat, avec un président ou un candidat, on utilise l'arme de l'ingérence étrangère pour annuler les élections ou, comme avec Robert Fico, tout simplement pour tenter d'assassiner le bonhomme. Alors, tous les candidats qui sont comme un peu, qui se rapprochent un peu de la Russie, qui veulent une fin de la guerre en Ukraine, etc., sont systématiquement, on annule les élections, on tente de les assassiner, etc. On utilise TikTok là, en disant l'influence étrangère. Avant, c'était Twitter, maintenant c'est TikTok, etc. Et rappelez-vous la déclaration de John Stoltenberg en 2019. L'OTAN doit demeurer préparée pour des menaces conventionnelles et hybrides, des tanks jusqu'au tweet. Et là, quand il dit des tanks jusqu'au tweet, il y a un segment, il y a Mike Pence qui en a reparlé récemment dans son podcast. Il montre justement ce discours de Stoltenberg qui dit « From tanks to tweet », des tanks jusqu'au tweet. Et là, ça consacre le fait que l'OTAN est devenu une organisation tyrannique qui s'ingère dans les élections, qui tente d'assassiner des présidents, qui annule des élections en citant des fausses menaces d'ingérence étrangère, etc. C'est une organisation tyrannique, présentement, l'OTAN. OK. Alors, et là, ça s'est passé en Slovaquie, ça se passe maintenant en Roumanie, etc., etc. Donc, à suivre. Mais c'est ça, c'est difficile de parler de quelque chose en fin de web journal. OK. OK, voilà. Donc, Georges Escou, c'est son nom, voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci encore une fois à tous ceux qui nous appuient, tous ceux qui nous permettent d'être cette espèce de coquille de protection contre la désinformation, contre les tentatives de nous contrôler, de nous pirater le cerveau et de changer notre comportement. Je pense qu'on a de l'information. Tu sais, on n'est pas dans la propagande, là. Je pense qu'on a de l'information juste, puis le rapport du Congrès montre ça finalement. Puis je pense qu'on a tous, chacun d'entre nous, nous avons gagné nos lettres de noblesse. Bravo la gang d'avoir tenu le coup. OK? Voilà. OK, alors on se donne rendez-vous. N'oubliez pas les clips de 10-15 secondes pour le souper de Noël de Radio-Québec. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 15, pour une édition du Web Journal de Radio-Québec. Puis après ça, le 22, j'espère qu'il y aura rien. Que la Troisième Guerre mondiale ne commencera pas le 22, je devrais être correct. Mais on prend off le 22, là, puis on viendra le 29. Voilà. OK. Tourlou, comme on dit au Québec. Tourlou. Ciao la gang.